On entend partout, même dans les bistrots, parler des banques nationales, de la politique de la Fed, de QE3, du QE3. Ce sont des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a seulement quelques années. Nous devons en profiter, porter le débat sur la question de la dette, et pas seulement sur les déficits, comme on essaye de le faire aujourd'hui. C'est la meilleure façon, il me semble, de faire passer l'ensemble de notre message politique et de dénoncer les absurdités de la social-démocratie et de son programme économique. Que devons-nous dire sur la dette? Nous devons dire 3 choses qui me semblent fondamentales. La première, c'est que la dette publique n'est pas assimilable à une dette privée. Lorsque quelqu'un contracte une dette privée, il le fait sur son patrimoine personnel, sur un patrimoine qu'il est légitimement en droit de posséder. Lorsque le gouvernement engage l'État dans une dette publique, il le fait sur le patrimoine des contribuables. Il le fait sur de l'argent qui n'est pas à lui. Puisque l'impôt est une extorsion, et nous continuerons à le dire, même si nous en ferons un mal nécessaire, le contrat passé entre le gouvernement et son créancier est totalement immoral. Il est tout simplement nul et non avenu. Nous n'avons aucune obligation morale de rembourser. Peut-être que c'est économiquement intéressant, nous y reviendrons, mais moralement, nous n'y sommes pas tenus. Et par là même, nous attaquerons la fiction sociale selon laquelle le gouvernement serait le représentant légitime d'une entité collective hypothétique qu'on appelle la société. Deuxièmement, il faut rappeler que la dette publique est antidémocratique. Le propre de la démocratie, c'est la possibilité pour un peuple mécontent de changer de dirigeant et de politique. Raison pour laquelle l'action du gouvernement s'inscrit dans un laps de temps relativement court de 4 à 5 ans. Si pendant ce laps de temps, un gouvernement mène une politique démesurée par rapport à ses moyens et le finance en empruntant à très long terme, comme ils l'ont fait, on oblige les gouvernements suivants à financer le programme du premier gouvernement. Donc ce qu'on fait de facto, c'est empêcher le peuple d'exercer son pouvoir, de changer le jour des élections. La dette publique est aujourd'hui un outil au service du statu quo politique. Nous devons dire que les gens ont le droit de changer. Si nous voulons mener une politique radicalement différente dans ce pays, il faut d'abord rendre au peuple la possibilité de changer la politique. Et pour cela, il faut s'attaquer à la notion de dette publique. Enfin, troisièmement, le remboursement de la dette, et je parle bien de la dette brute, du montant total de la dette et pas juste des déficits, est tout simplement impossible. Aujourd'hui, le projet de budget 2013, dont on nous parle beaucoup, le gouvernement Di Rupo peine à débusquer 4 milliards. Ils sont en train de s'égorger pour 4 milliards. Or, rembourser la dette, c'est un effort de 30 milliards par an pendant 30 ans. C'est complètement irréaliste et ça tuera l'économie belge. Les jeunes qui sortent aujourd'hui de l'école, il y en a encore beaucoup ici qui sont à l'université, ils sortiront de l'école et ils ne connaîtront, si on veut rembourser la dette, que l'austérité la plus draconienne à la sauce grecque jusqu'au jour de leur pension. On ne peut pas sacrifier une génération entière à cause des imbécilités des générations précédentes. Qui plus est, ces gens s'enfuiront de Belgique, ce qui laissera un désert économique chez nous. Aucun gouvernement n'est capable d'imposer une telle austérité dans les limites des règles démocratiques. Si l'on s'engage dans un remboursement de la dette, viendra un jour où il faudra choisir entre le remboursement et les libertés civiles. Nous devons faire ce choix dès aujourd'hui. Et dès aujourd'hui, nous devons dire que nous préférons les libertés civiles au remboursement de la dette. Faisons-le tant que la situation n'est pas encore complètement perdue et qu'il y a encore moyen de faire quelque chose. Voilà ce que je pense devoir être notre angle d'attaque dans le débat sur la dette publique. Enfin, second sujet essentiel à mes yeux, le pacifisme libertarien. Nous nous réunissons le 11 novembre et ce n'est pas un hasard. Nous avons décidé d'ouvrir notre programme, si vous l'acceptez, par une proposition pacifiste. Tout le monde attend de nous que nous jouions le rôle des méchants ultralibéraux intéressés seulement par l'argent. Nous voulons, dès le premier contact, briser cette caricature et montrer tout de suite que nous sommes un parti
de principe, qui est guidé par des valeurs morales et pas par un quelconque opportunisme financier. Nous réaffirmons donc d'emblée que le mouvement libertarien est un courant de pensée fondé sur la non-violence et le principe de non-agression. De toutes les abominations commises par l'État que nous ne cessons de dénoncer, la guerre est la pire. Il est trop facile, comme on le fait aujourd'hui, d'assimiler la guerre à une opération de police. Que je sache, la police n'a pas le droit de tout détruire, de tirer sur des innocents et d'instaurer la loi martiale là où elle intervient. C'est justement ces limitations dans les pouvoirs de la police qui caractérisent un peuple civilisé et un état de droit. La guerre, à l'inverse, la guerre est l'inverse du droit et de la civilisation. Le rôle de l'armée doit être le plus circonscrit possible et se limiter à la défense du territoire national, éventuellement avec l'aide de milices de citoyens, mais certainement avec aucune autorisation de sortir à moins d'un acte d'agression caractérisé par un pays voisin ou éloigné. Là où, sous le couvert d'une intégration européenne plus poussée, nous entendons parler de plus en plus d'une intégration européenne de la défense ou d'une armée européenne, nous voyons se dessiner un nouvel impérialisme européen similaire à celui qui guide le gouvernement des États-Unis. Nous devons défendre une vision morale et non interventionniste des affaires étrangères. C'est le combat ardu que livrent aujourd'hui nos camarades et nos compagnons aux États-Unis. Et nous lutterons avec eux de ce côté de l'Atlantique. Je crois que j'ai assez parlé et qu'il est temps maintenant de vous permettre de participer à notre œuvre commune. Je conclurai donc juste en vous rappelant que ce congrès n'est pas la fin, mais le début de l'aventure. Les plus grands voyages commencent par un premier pas. Un dicton chinois ou indien, quelque chose. Donc les plus grands voyages commencent par un premier pas. Aujourd'hui, nous allons faire ce premier pas. Demain, nous en ferons un autre, et ainsi de suite. Je serai tout à fait sincère avec vous, je ne sais pas où nous allons. Je ne sais pas quand on y arrivera, et je ne connais pas le chemin. Mais je sais que j'ai envie d'avancer. Et si vous êtes venus aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement envie d'explorer ce chemin. Alors faisons route ensemble, et mettons-nous au travail. Parfait, nous avons un programme.